Madame, monsieur, bonjour. L'Afterlap, le podcast du sport auto. Juste une petite réflexion pour commencer. Ce qu'il y a de magnifique avec la Grande-Bretagne, c'est qu'on apprend que cette semaine, c'est la levée de toutes les restrictions. Bon vous êtes comme moi, vous voyez que tous les stades de foot sont pleins à Wembley pour la finale de l'Euro, vous voyez qu'il y a 356 000 personnes depuis jeudi à Silverstone, il y a même eu un Open de golf où il y avait 50 000 personnes sur les links du côté du Kent, enfin bref, le sport en tout cas en Angleterre a continué comme si de rien n'était, tant mieux, on va dire ça comme ça, et puis on va mettre le Covid de côté et on va s'intéresser qu'au sport. Et aujourd'hui c'est Tristan Gomandi qui est avec nous, en pleine forme, en pleine santé, puisque c'est Le Mans dans un mois, donc bien sûr qu'il est en pleine forme. Ça va Tristan? Bien sûr, impeccable, voilà. Surtout avec ce beau temps. Oui, donc toi le sport en Angleterre, oui, t'as profité, t'as kiffé quand même cette ambiance de Silverstone. Bien sûr, mais c'est presque étonnant de voir ces images, et c'est magnifique, hein. Franchement, ça fait longtemps qu'on les attend, bientôt 2 ans, donc c'est vraiment très très sympa, et ça fait partie complète c'est un point quand même super important quand même pour le public, même pour les images sur la télé, c'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment un pur bonheur ça. Ah, les clameurs des tribunes de Silverstone, comme on avait eu d'ailleurs les clameurs du Red Bull Ring, hein, avec toutes ces t-shirts orange. Mais là évidemment c'était pour Lewis Hamilton. Mais c'est vrai que ça donne un frisson, hein, incontestablement. Là, 356 000 personnes, tu as vu le chiffre qui est apparu à l'écran. C'est incroyable. À peine croyable. Alors bon, c'est surtout le week-end, je crois qu'ils ont parlé de 136 000 sur le dimanche. C'est énorme, hein. Enfin, c'est quand même c'est de l'ordre des 24 heures du Mans, hein. C'est quand même quelque chose d'assez énorme, et puis surtout quand on les voit, et les attaques d'Hamilton, on entend le public même à la télé, donc c'est vraiment, franchement c'est très très plaisant. Bon, alors Tristan, dis donc, on sait qu'il y a des numéros qui sont un peu plus, comment dirais-je, oui, voilà, où on va dire un peu plus de choses que d'habitude, où on sait qu'on sera peut-être un peu plus écouté par nos fidèles suiveurs de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Mais là, évidemment, on attendait ton avis très impatiemment. Parce qu'il s'est passé plein de choses, parce que c'était un week-end un peu historique à différents niveaux, cette course qualif dont on va reparler dans quelques instants, mais je vois pas comment on ne peut pas commencer par ce qui a agité tout le monde entier pratiquement, cet accrochage Hamilton-Verstappen. Bon, alors écoute, pour introduire le sujet, moi j'ai envie de te dire que on savait que ce premier tour allait être un premier tour décisif, avec sans doute l'objectif absolu pour Verstappen de garder sa première place. Mais on savait aussi qu'Hamilton, et ça on le savait depuis justement cette course sprint de la veille, qui finalement aura été pleine d'enseignements. Et on en reparlera tout à l'heure. Mais bon, on savait qu'Hamilton avait les moyens sans doute d'aller chercher sur plusieurs virages à la suite Verstappen. Et moi, je terminerai mon introduction en te disant qu'il y a un tel combat entre les deux depuis plusieurs Grands Prix, une telle lutte, un tel casting pour savoir qu'on a une année là exceptionnelle avec deux pilotes de cette trempe face à face avec deux équipes différentes et qui ne se feront aucun cadeau, ou en tout cas, plus ça ira et moins il y aura de cadeaux, qu'à un moment donné, il fallait bien que ça casse, si j'ose dire. Bon, et ça a donc cassé à Copse, avec cette violente sortie de piste de Max Verstappen. Alors on va détailler tout ça. Quelle est ta première chose que tu as envie de nous dire, Tristan? Je suis de ton avis, c'est-à-dire que on sentait qu'il y a une montée en tension depuis plusieurs Grands Prix. Et je pense que ce qui a été l'effet déclencheur du côté Mercedes, c'est les 2 Grands Prix qui viennent de se passer au Red Bull Ring. Alors on sait qu'historiquement quand même le Red Bull Ring est très propice à Max et à Red Bull. Des mauvaises langues pourraient penser qu'il pourrait y avoir quelques avantages, quels qu'ils soient, pourquoi un avantage comme ça sur le circuit à la maison du Red Bull Ring. Bon, il n'y a rien à y chercher, je pense qu'il y a peut-être une partie psychologique ou pas, mais en tout cas il est évident que les 2 Grands Prix du Red Bull Ring ont signé quand même un tournant. Si ce n'est qu'effectivement avant il y avait eu la boulette de Lewis qui a fait partir Max au championnat, et puis les 2 Grands Prix du Red Bull Ring. Donc là Verstappen a pris l'ascendant clair au championnat avec une trentaine de points, 33 points je crois, d'avance au championnat, et là ça commence à faire 33 au départ du Grand Prix. Exactement, 33 parce que au
niveau du championnat, quand c'est serré comme ça, très peu d'abandon quand même depuis le début d'année. D'avoir un Grand Prix et demi ou plus d'un Grand Prix en points d'écart, là ça devient quand même très dangereux. Donc il est évident que là pour le championnat, c'était de toute façon Silverstone, c'était un tournant. Oui. Et c'était un tournant psychologique pour tout le monde. Oui. Mais c'est vrai que pour Hamilton, c'est sûr, parce que je joue à domicile, je dois remettre les pendules à l'heure. Silverstone est mon jardin, oui, c'est sûr que lui, il avait obligation de gagner pratiquement. Dans les deux côtés, c'est-à-dire que Red Bull Ring étant le Grand Prix à la maison de Red Bull, de Max, ils ont pris l'ascendant là-bas. Mais l'ascendant psychologique est quasi définitif, j'ai envie de dire. Il était à Silverstone. Et que là, si Max continuait à Silverstone et martelait Mercedes et Lewis à Silverstone, voilà, il coupait l'herbe sous le pied de tout le monde et il marquait, je pense, définitivement un ascendant et psychologique et sportif pour le championnat du monde 2021. Non, mais ça c'est sûr, tu as bien raison de le rappeler, il y avait effectivement un contexte sportivo-psychologique décisif. Et c'était presque mathématique. Là, il fallait stopper l'avance et il fallait stopper l'hémorragie. Mercedes et Lewis devaient absolument stopper l'hémorragie. Bon. Alors les deux voitures s'élancent, on reviendra sur la course qualif après, mais donc ce premier tour fabuleux, on a tous vibré comme c'est pas permis, et puis ça se termine mal hélas, mais enfin bon. Je veux dire, on dépasse alors à l'intérieur à Copse. Voilà, j'y vais franco, Tristan. C'est possible? Ça peut se faire? Ça peut pas se faire? Quel est ton avis? Mais, alors moi j'ai envie de dire, mais on double partout. Mais où est-ce qu'on doublerait pas? À part où c'est interdit, où il y a un drapeau jaune. Est-ce que ce virage est interdit? Non. Je viens de voir encore ce matin une vidéo sur Internet où on montre Prost attaquer Senna dans Copse. Voilà. Alors c'est pas d'hier. Et à un moment donné, quand on est à côté, le virage et la typologie du virage fait qu'effectivement, la vitesse où ça passe, faut pas se louper. Mais c'est assez large, il y a du bitume après le vibreur, il y a quand même un certain nombre de choses qui font que si le pilote a suffisamment d'aspiration et vient et a la capacité à se mettre à côté, mais attendez, pourquoi il le ferait pas? Non mais il faut quoi? Faut qu'il freine derrière, faut qu'il fasse quoi? Ça n'a, de mon point de vue, aucun sens. Aucun sens. Donc c'est un virage comme les autres, et quelle que soit la typologie d'un virage, en championnat du monde, de Formule 1, de course à pied, de ce que tu veux, mais d'où il y a des virages où on ne double pas. Bon, toi Copse, tu connais ce virage? Par cœur. On est bien d'accord. Tu as déjà été confronté à ce genre de cas de figure quand même? 1000 fois. Ah d'accord. Mais 1000 fois. Il suffit, il y a quand même une ligne droite qui est quand même assez importante avant. Il y a un virage qui est très compliqué avant, avec des différences de trajectoire qu'on peut voir très facilement. Lewis faisait partie, tout le Grand Prix, a fait partie des pilotes qui s'écartaient et qui allaient faire un V beaucoup plus que les autres. Donc, il perdait mid-corner, alors je vais essayer d'être clair, mais il perdait forcément en vitesse en V-mini dans le virage, mais il le reprend sur le freinage parce qu'il va former un V, donc il peut freiner un peu plus tard, va s'écarter, il perd un peu à ce moment-là, mais quand il repart, il est beaucoup plus droit et peut passer la motricité beaucoup plus fort que la concurrence. C'est ce qui s'est passé avec Verstappen. Qui plus est, on voit effectivement Hamilton qui a un peu de sous en début de course, donc qui le gêne un peu. Et il a une meilleure accélération tout de suite à la sortie du virage avant. Ça se voit tout de suite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, boum, il monte les rapports. Et alors qu'il est encore à 15 mètres, on le voit remonter très fort. Quand il prend la spi, pouf, il vient déboîter. Alors, il n'y a aucune raison pour laquelle il va se dire non mais là ça va pas être possible. Mais d'où c'est pas possible? Bon, alors donc Hamilton avait le droit, parce que là on sous-entend ce qu'a dit Christian Horner, ça ne se fait pas à Copse, voilà. Red Bull sous-entend que c'est un virage qu'on ne double pas. Voilà, surtout à l'intérieur. Voilà. Ok, donc on comprend sans doute le jeu diplomatique, bien sûr, dramaturge. De Horner. Mais on ne peut pas empêcher Hamilton d'avoir tenté le coup, sachant que c'est pas un attentat. Enfin, je veux dire, effectivement, moi aussi je suis d'accord avec toi. Bon. Alors après, c'est quand même la roue avant d'Hamilton qui touche la roue arrière de Verstappen. C'est-à-dire que Verstappen était quand même devant et qu'il y a une responsabilité de Lewis.
Non, alors là encore, il y a une vidéo que je t'ai envoyée tout à l'heure avec des explications qui sont extrêmement claires, avec des ralentis très clairs. Lewis, à un moment donné, juste avant le turn-in, l'entrée dans le virage, le moment, le point de braquage du virage, Lewis est vraiment à côté. Oui, tout à fait. Il est à la même ligne, oui, même niveau. Donc j'ai envie de dire, à ce moment-là, tu es à la place de Verstappen, ça pue la merde. Mm-hmm. Là, tu te dis, je vais pas pouvoir y aller, mais le seul petit avantage éventuellement qu'il espérait, c'est qu'il était sur la trajectoire de partir de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui lui permettait d'ouvrir son virage, et que lui, il avait encore l'espoir ou la possibilité de se dire, je vais rester flat, je vais le passer à fond parce que c'est un virage un peu à fond, c'est chaud, mais bon voilà. Lewis étant plus à l'intérieur, lui le virage, visuellement de toute façon, on le voit à l'intérieur, c'est fermé. Lui de toute façon, il ne peut pas passer à fond. Là où il est, ça ne passe pas à fond. Mais il est à côté. Donc à un moment donné, Lewis n'étant pas suicidaire, lui par contre, coupe les gaz, parce qu'il voit bien que lui, ça va pas le faire. Et il envisage déjà quand même qu'il va falloir, si l'autre il insiste, il va falloir laisser un peu passer. Alors, ce qu'il y a, c'est que je pense que l'un et l'autre ont espéré la réaction de l'autre. Oui. Du point de vue de Lewis, lui, il a coupé un peu les gaz, il s'est dit c'est bon, je suis à côté. L'autre, s'il a dessous de jugeote, il arrête. Parce que là, ça va pas le faire. Il sait qu'on va pas à flat dans Cops, ça passe pas à deux, ça n'existe pas. Ça par contre, je le confirme. D'accord. Ça passe pas. Ça c'est sûr. Maintenant, quand il y a le mec et que Max, il peut pas dire j'avais pas vu, il était à côté. Il était à côté. Il y a les images, il y a des ralentis. Et ça fait 3 virages que ça dure, voire. C'est méga chaud et que Lewis, ça fait 3 km que ça dure. À côté. Tout à fait. Donc à un moment donné, quand Lewis casse un peu sa vitesse, il n'empêche que quand on est pilote, on voit bien à quelle allure la voiture passe un peu en retrait. Et lui, il sait bien que là, de passer à fond, alors qu'il est mal placé, parce qu'il ne peut pas aller chercher l'intérieur, parce que Lewis est là et qu'il le sait, il y a un moment donné, lui, Max, il a espéré que finalement, Hamilton se ravise et il repasse derrière. Mais là, c'est le casino. Non, c'est le casino. Ça se joue en un dixième, quoi. Et Lewis, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'est dit bon bah je suis à côté. Il a coupé un peu les gaz parce qu'il voyait bien que de toute façon lui ça passait pas à fond. Mais étant à côté, il s'est dit bon bah l'autre et à un moment donné il n'est pas suicidaire. C'est mort pour lui là. Je suis à l'intérieur. Et il s'est dit bah Max il va couper les gaz comme moi et à un moment donné je vais prendre l'ascendant et faut s'imaginer à la place de Max Verstappen. Oui, c'est sûr. De passer à fond dans Cops avec lui à côté. C'était pas envisageable. Donc en fait l'un et l'autre, ce qui s'est passé, mais c'est sûr et certain, j'en mets mes deux mains coupées. L'un et l'autre a espéré que l'autre à un moment donné cède, lâche. Oui, c'est ça. Bon, mais ils sont dans leur rôle. Ils n'ont pas cédé, effectivement. Et ni l'un ni l'autre n'a cédé. Et ça devait arriver. Parce que, pourquoi Parce que, on pourrait, c'est pas vrai, mais imager le titre pouvait se jouer là. Ou en tout cas, l'hémorragie. L'un et l'autre savaient, et d'ailleurs Lewis Hamilton, et on le voyait, ça a été une analyse faite avant le Grand Prix où la charge aéro de Lewis était assez faible, donc il avait de toute façon, on le voit tout de suite dans le premier tour, au moment du départ, on le voit qu'il était déterminé à 110% de passer devant Verstappen dans le premier tour. C'est ça. Et de lui reprendre ce qu'il avait perdu à la course qualificative. Et on savait qu'il pouvait, voire qu'il devait y arriver. Parce que la Mercedes était plus rapide.
Enfin, moi, je sentais que oui, il avait les armes pour gagner. Mais Verstappen, en tout cas, ne pouvait pas céder aussi. C'est évident qu'il fallait tout faire pour rester devant. En tout cas, dans le premier tour, j'ai retrouvé un Hamilton que j'ai connu en GP2 et qui était sans concession. Et qui à un moment donné, je trouve extraordinaire d'avoir deux pilotes, et c'est une chance en tant que spectateur, d'avoir deux pilotes exceptionnels comme Max et Lewis, et qu'à un moment donné, les deux, par les enjeux, par la pression, par tout ce qu'on peut imaginer de la Formule 1, l'un et l'autre ont fait parler leur instinct primaire, primaire, où il n'y a plus d'instinct de survie. Le Max, moi, enfin, ce qui est assez étonnant finalement, mais bon, c'est encore une fois par les enjeux, hein, c'est pas le style d'un Horner, c'est pas trop le style des Red Bull, mais ils sont en train de jouer les pleureuses. Ah oui, j'étais à l'hôpital, devoir, la congratulation de Lewis, machin. Effectivement, Max a dit que c'était. J'ai envie de dire, mais tais-toi. Mais tais-toi, garde un peu de fierté, et puis tu remettras tes roubignoles sur la table le prochain Grand Prix. Mais venez pas pleurer comme ça. Il y a quand même une responsabilité qui est largement partagée des deux. Alors Lewis n'est pas tout blanc, le Max n'est pas tout noir. Il y a pas de et j'ai aucune préférence ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pas il y a pas mais il y a un moment donné qu'on me dise que Cops, on ne doute pas dans Cops. Ah bon, alors, si le mec il lève le pied avant, si on est à côté, alors non, on ne doute pas dans Cops. Ça n'a aucun sens. Ça n'a franchement aucun sens. Et alors que ce soit chaud, ça c'est clair. Que ça passe pas à deux, ça c'est clair aussi. Maintenant, le Max il a forcé alors qu'il savait que le Lewis était là. Donc l'autre il a fait un coup de pari, mais l'autre c'est comme s'il avait joué au loto. Donc il se dit allez, grosse couille, machin. Et l'autre il est resté flat là-dedans. Mais Lewis, à un moment donné, déjà il coupe les gaz parce qu'il est raisonnable. Et il se dit moi je ne fais pas passer, moi flat je ne passerai pas. Donc, moi je suis obligé de couper. Et l'autre il est à l'extérieur et il décide de passer à fond alors que Lewis il est là. D'ailleurs, une heure plus tard, il coupe encore plus avec Leclerc. Il se retrouve là, il a vraiment coupé. Donc, c'était une sorte de bis, mais qui montrait bien qu'effectivement lui-même avait conscience que bon. Non, je crois que chacun était dans son rôle. C'est vrai qu'on était tous déçus que ça se termine comme ça, de manière aussi violente. En plus, bon, on a eu un petit peu peur. C'est vrai que bon, le crash, il est quand même terrible. Après 51 G, on ne souhaite à personne. Alors, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable, évidemment. Mais quelque part, il faut arrêter de se mentir. Tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Mais c'était écrit, je te le dis, Tristan, c'était écrit depuis 3 Grands Prix. Alors non seulement c'est écrit, mais quelque part, on sait bien que tous les gens qui ont passé la quarantaine, ils n'ont qu'une envie, c'est de revoir le combat Prost-Senna. Et que là, finalement, on a, malgré toutes les règles débiles, à empêcher, et maintenant, il faut laisser passer le mec. Alors, mais c'est un truc de fou, mais bon, ok. Donc là, il y a un moment donné, il y a deux mecs qui décident de tout mettre en jeu et qui donnent tout à 100%. Bon, il y a un moment donné, on le sait tous que là, c'est un moment charnière du championnat. Si Lewis refaisait pas son retard tout de suite, sachant que c'est vrai que depuis un moment, il y a quand même un ascendant de Red Bull avec leur voiture. Ils ont fait une évolution et le Honda, un travail exceptionnel, donc c'est pas volé. Mais le Lewis et Mercedes, là, ça c'est clair, ils le savent. C'était un tournant. Il fallait stopper l'hémorragie là, net. Donc, avec ce qui venait de se passer la veille, et c'est vrai que Lewis, c'est pourtant pas son habitude, mais pour des raisons peut-être qui sont même pas de sa faute, parce qu'on va parler de lui, mais finalement, comme il y a des softwares et que tout est par le calculateur et prédéterminé avec des calculs de patinage et tout le bazar, qui sont extrêmement compliqués à mettre en place parce qu'évidemment ça dépend de la température de piste, ça dépend de ta gomme, ça dépend de la dureté de la gomme, ça dépend de la température de ta gomme. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand ce que le software il est fait, il y a un moment donné un peu de patinage ou pas assez de chevaux qui est donné à ce moment-là, de machin. Il faut arrêter de penser que le pilote il a quand même énormément de possibilités. Il a surtout ce temps de réaction. Où là effectivement c'est manuel. Après faut quand même pas, en tout cas dans les top teams c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc il rate son départ la veille alors que il pensait là il y avait un ascendant peut-être un peu psychologique. Il y a quand même 3 points il a bien perdu encore un point la veille qui était quand même pas négligeable.
Donc là, c'était évident. Oui. Il fallait. Il était parti. Il s'est dit de toute façon, si on se refait prendre à notre propre jeu ou si Max gagne à Silverstone, chez moi, c'est mort. Allez. Là, le championnat. Mais alors pour finir sur cette histoire, alors du coup la pénalité de 10 secondes. Parce que, bon, t'es comme moi, oui, t'as tout de suite pensé qu'il y a un incident de course malheureux dont on va parler pendant des semaines, bon, ok. Mais tout ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr. Après, je vois qu'une pénalité tombe quand même, et que Hamilton est pénalisé. Moi, écoute, je l'ai interprété bizarrement. Enfin, je l'ai interprété à deux niveaux. Je me suis dit, il n'y avait pas besoin d'une pénalité, parce que dans l'absolu, non, il n'est pas complètement responsable plus que l'autre. Et deux, je me suis aussi dit, 10 secondes, ça ne changera rien. Parce qu'on a beau dire, oh là là, 10 secondes c'est énorme, avec 20 secondes d'arrêt au stand déjà perdu à Silverstone. Moi honnêtement, à partir du moment où tu sais qu'il va observer cette pénalité à pratiquement la moitié de la course, c'est évident que l'écart sera suffisamment grand pour qu'il puisse gagner à la fin. Je te dis pas que j'avais dit qu'il gagnera à la fin, mais bon, c'était au minimum une deuxième place qu'il attendait. Enfin, ça m'a pas semblé être une grosse pénalité quand même. Enfin, je sais pas, non, tu l'as analysé un peu comment ? Non, ça reste raisonnable. Oui. Ça reste raisonnable. Après, il faut voir ce qu'on lui reproche. Parce que, heureusement, et c'est pas toujours le cas à la CO, mais il y a quand même une justification à cette pénalité. On lui reproche, à 20 cm près, on lui reproche en fait 80 cm. Oui. On lui reproche 80 cm où on estime qu'il aurait pu, Lewis, être 80 à 1 mètre de plus, et 1 mètre à bientôt 300, c'est quand même pas, c'est quand même pas dingue. Faut l'imaginer dans la voiture à 300. Donc effectivement, il y a peut-être 90 cm qu'on lui reproche parce qu'ils estiment en vue aérienne qu'il pouvait être un peu plus à l'intérieur. Et on peut estimer éventuellement qu'avec ces 80 cm un peu plus à l'intérieur, ça pouvait éviter éventuellement le contact avec Verstappen. Je crois que le principe de la pénalité, il est là. C'est le reproche, c'est le seul reproche qu'on fait à Lewis Hamilton. À aucun moment, et bon Dieu nous en garde, heureusement, il n'y a pas un imbécile FIA qui va dire ah ben non, on double pas dans Cops, monsieur Hamilton, c'est quand même désespéré ce que vous avez fait. Ben non, heureusement. Donc on lui reproche juste simplement que. Alors après, est-ce que c'est du sous-virage ? Est-ce que là, ça fait partie des débats où la réponse, on ne l'aura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, quand on a la caméra embarquée de Max, on voit qu'il essaie d'emmener fortement Lewis à l'intérieur, ce qu'il fait. Lewis va se mettre dans un trou de souris entre le mur et Max. On est d'accord. Max recule, il remet un coup de volant avant d'attaquer, vient vers l'extérieur et décide, malgré l'emplacement qui est côte-côte à un moment donné avec Lewis, décide de dire moi je vais pouvoir passer à fond, lui il ne pourra pas passer à fond, ça va passer quand même, mais là il a fait ça. Voilà. Donc il y a un moment donné, il faut quand même, je pense que, alors qu'il soit vexé, qu'il ait pris un bon shoot, et que ça ne lui fasse pas plaisir de voir le Grand Prix non pas aux urgences, mais il dit qu'il a vu à en observation, avec la célébration, la joie. Ça fait pas plaisir, et ça je suis complètement d'accord, et je fais partie de tout le monde et dire on n'est pas là pour se blesser, donc c'est un incident à un endroit où c'est pas souhaitable de voir ça. Surtout qu'en plus il va taper juste après les Tech Pro, donc il y a quand même moyen de se faire mal, et quand on voit l'état de la voiture, il y avait effectivement moyen de se faire mal. C'est pas souhaitable, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait ? On empêche tout contact, on fait de l'historique, on va chez Peter Otto, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut... Ah oui, non, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on et très honnêtement, attendait. Il y a tous les... Des fois, on voit des trucs, des réactions des gens. Enfin, je veux dire, on ne peut pas attaquer l'essence même du sport automobile, ou alors on arrête tout. Et là, franchement... il y a pas de quoi, tout le monde espère ça. Moi, toi, le public, voilà. Alors, ce qui nous permet d'en parler longuement dès le lendemain. Et ça fait parler les imbéciles, et on en fait partie, et c'est ce qu'on a envie de voir. Tout à fait. Et c'est ce qui nous montre que derrière toutes ces machines, ces centaines de millions de dépensés, il y a quand même deux mecs à un moment donné qui mettent leur couille sur la table. Tout à fait.
J'ai l'impression quand même qu'Hamilton, quand le drapeau rouge est sorti, que tout le monde rentre au stand, j'ai l'impression qu'Hamilton n'est pas fier. On est bien d'accord. Tu l'as ressenti comme moi, qu'il est quand même emmerdé et qu'il se doute qu'il va être accusé. Et puis je pense que oui. Parce que je pense qu'il aime pas. Oui. Franchement, je pense. Je prétendrai pas. Non, moi je le sens pas bien et un peu pas honteux, mais bon, oui, il est pas bien. Par contre, bon, 1h30 plus tard, le fait d'avoir gagné, qu'il y a 140 000 personnes qui... Oui, là, c'est sûr qu'il oublie tout. Oui, c'est ça. Il va chercher le clair à 3 tours de la fin, rappelons-le. C'est magique. Il double à 3 tours de la fin. Il a un pilotage, encore une fois. Il n'y a pas un pet d'erreur. Il y a des moments, il est sur une autre planète. Oui, non, mais il a été fabuleux. Donc, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de ne pas fêter ça? Non, mais l'autre, il s'est donné à 400%. Malheureusement, et on ne peut pas, la monoplace, il n'y a qu'une place dedans par définition, c'est extrêmement difficile. On ne peut pas emmener les gens pour qu'ils se rendent compte. Mais la monoplace, et à Silverstone, avec les grandes courbes, vite comme ça, avec la charge aéro qu'il y a, mais physiquement, ça vous emmène. Donc, et il a eu l'humilité de dire que c'est un des grands prix où les mecs, ils arrivent, ils sont défoncés. Qui plus est, c'est un des premiers week-ends, les mecs connaissent pas ça. Quand Fernando Alonso est venu aux 24 heures du Mans et qui dit mais Le Mans, j'aurais jamais imaginé de ma vie que c'était aussi dur. Et en fait, on enchaîne 5 grands prix de F1 d'affilée, chaque relais est un grand prix de F1. Et il faut remonter dedans. Et là, mais il y a une. Et là, très sincèrement, et je l'ai vécu avec la Super League Formula où on avait des manches qualificatives, on avait plusieurs manches effectivement de qualif, on avait une course qualificative, la course le dimanche et le cumul des 6 meilleurs qui allaient en super finale. Et là, je peux vous dire, ça vous fait des week-ends. Et là, la F1 vit ça un peu. Et psychologiquement. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire une qualif et de se dire bon demain il y a la course, on se prépare pour la course, allez il y a 1h45 de course de dingue, allez ok, puis après ça s'arrête, on rentre chez nous, on a le petit jet et on rentre chez nous. Bon, là c'est pas la même. Non, c'est pas la même. L'intensité du week-end n'a plus rien à voir. Bon, et écoute, alors on va enchaîner parce que c'est l'autre grand débat du week-end, c'est ce format et cette course sprint. Mais c'est vrai que tu as raison et moi je l'ai ressenti. Si je devais défendre effectivement ce principe de course qualif, parce que je crois... Non, attends, je ne dois pas dire le mot course. C'est ça. De qualif sprint. Voilà. Alors là, j'ai fait une erreur, il ne faut plus dire course. Enfin, on nous invite à ne pas dire course, car ce n'est pas une course, c'est une sorte de qualif, mais effectivement en mode sprint. Mais effectivement, ça a complètement changé la densité du week-end. Bien sûr. Moi, sur le principe, honnêtement, Tristan, il y a des Q1 et des Q2 qui... peuvent me faire chier quand je les vois, il se passe pas grand chose et on attend Q3 pour savoir qui va être en pôle. Puis bon, voilà, les As se sont fait éliminer en Q1, les deux Alfa Romeo éventuellement, les pauvres qui tombent. Oui, voilà, bon, ok, il y aura toujours une petite surprise, mais le fait est que tout avance à peu près normalement et on va se retrouver en Q3. Là que j'ai une course de 17 tours, je suis premier honnêtement à dire, c'était pas moins ennuyant, enfin je veux dire, au contraire, au moins ça a changé, et deux, si j'ai une demi-heure de course, on va dire quand même, à la place de Q1, Q2, Q3, ça ne m'a pas empêché de dormir. Donc, j'aurais tendance à défendre le truc. Mais surtout, ce que je n'avais pas anticipé, peut-être, je le dis franchement, c'est que le week-end allait complètement changer de philosophie. Avec effectivement un essai libre le vendredi matin qui devient vital pour tout le monde pour se préparer. Une qualif finalement qui est remise le vendredi après-midi. Et là, on se dit, tout le monde joue le jeu, parce qu'évidemment, il n'y a aucun intérêt à partir à se louper à 15 le lendemain pour la course. Et puis le lendemain, qu'on le veuille ou non, il y a forcément cette épée de Damoclès qui va être au-dessus de tout le monde en se disant si je me loupe quand même dans cette qualif sprint, évidemment je pars du Grand Prix au fond, donc ça sera pas bon. Et du coup, il y a en plus le plus dur à faire à la fin qui est le Grand Prix le dimanche. Donc effectivement, on s'est rendu compte que ça mettait une pression d'enfer dès le vendredi matin pour tout le monde. Enfin moi, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était intense. Et que ça apportait quelque chose, cette qualif sprint. Bon, maintenant, évidemment, il y a un petit côté artificiel, peut-être. Toi, est-ce que tu as un avis? Bon, excuse-moi, j'ai un peu monopolisé la parole. Non, artificiel, non. Il y a un règlement. Encore une fois, je citais la Super League Formula, que probablement peu de gens ont retenu, mais ça a duré quand même 5-6 ans. Il n'empêche que ça peut paraître un peu bizarre au départ. Il y a un format de course. Alors après, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est pas normal? Est-ce que juste... Alors effectivement, il y a l'histoire du sport automobile. Voilà, on fait un tour le plus vite possible, ça fait une grille de départ et on a une course. Okay, ça c'est le truc extrêmement simple à comprendre. Machin. Bon, maintenant le format change.
Et ça change tout. Et ça change tout même au niveau technique. Juger, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien en toute honnêteté, moi qui suis plutôt du genre classique, machin, j'ai vu arriver le truc, je me suis dit c'est encore un truc à ne pas s'en sortir, à rien comprendre, alors qu'on cherche à faire des choses simples pour que les gens comprennent. Et parce que la Formule 1 est déjà très compliquée dans la réglementation, et puis les pneus jaunes, les pneus verts, les pneus violets, les machins, et puis ça se dégrade, et puis c'est des cloques, et puis il y a du blister, et puis en fait il pleut, puis il y a du vent de gauche. Ah non, mais il y a un truc, moi je comprends les gens qu'à un moment donné disent mais ok, ça a l'air sympa la F1, mais je sais pas trop, c'est comme le hors-jeu au foot quoi. Donc, ok, finalement alors, est-ce que c'est le hasard? J'en sais rien. Ça apporte quand même énormément de piment. Il y a un point, et je vais me faire peut-être taper dessus, mais il faut admettre que les F1, il y a énormément d'efforts physiques par les G. Mais il n'y a pas l'effort physique véritablement au volant. Les voitures sont quand même, enfin on le voit, les mecs sont pas très secoués quand même dans la voiture. C'est pas, on voit bien l'arrivée des Grands Prix, c'est rare, à moins qu'il fasse 40 degrés. Les mecs sont quand même assez frais, franchement. Et on voit sortir des gamins de 20 ans qui sont frais comme des gardons à la fin d'un Grand Prix. Alors, est-ce que ça veut dire que les Prost, les Mansell, les Senna, les machins, et les mecs c'était des truffes physiquement? C'est pas vrai. Non. Bien sûr que c'est pas vrai. Il est clair que la F1 moderne, et pourquoi il y a de plus en plus de jeunes et des gamins qui montent dedans et qui sont vite comme des Lando, qui sont doués, extrêmement doués, pas de souci, et enflés comme des ablettes quand ils arrivent en F1, les mecs, à la fin du Grand Prix, tu les remets dedans pour un deuxième, tout va bien. C'est quand même un truc qui me dérange depuis pas mal d'années, et pour ça, de leur intensifier et d'intensifier les meetings de F1, le fait que psychologiquement et techniquement, puisque à la sortie de la qualif, enfin je sais pas comment appeler ça, c'est même pas de la course qualif, mais parce qu'après qualif sprint, enfin c'est le mot sprint en fait. La voiture est en parc fermé, et donc techniquement l'évolution du circuit, la température, les petits crans de réglage, les choses qu'on peut faire pour faire évoluer un peu le setup, ça on peut plus ça. Et ça fait que tout le barda d'ingénieurs qui vont anticiper les micro-températures et les 5 dixièmes de tempé supplémentaires, les machins du pneu, avec le setup, la hauteur de caisse, ça c'est fini ça. Et donc du coup, on n'a pas forcément la voiture parfaite comme on l'aurait souhaité, d'anticiper, parce que le dimanche il fait un peu plus frais là, il faudrait la baisser, on peut, machin. Bon bref. Énormément de choses qui ont une influence très forte dans le feeling et du pilote et le comportement de la voiture. C'est des choses qui, là, on se retrouve, et certains pilotes peuvent se retrouver avec une voiture qui n'était pas aussi bonne, et où ils la reconnaissent pas, parce qu'effectivement, il aurait fallu peut-être remonter un peu l'auto, la baisser un peu, le machin. Il faut anticiper le fait que la voiture, elle va avoir le plein complet. Donc la hauteur de caisse, ça va rajouter, je dirais une bêtise, parce qu'il faudrait calculer les capacités du réservoir, mais peut-être 50 kilos supplémentaires. Donc la hauteur de caisse, il est évident que ça c'est mon téléphone, excusez-moi. Ah d'accord, bon vous voyez, on enregistre en direct et Tristan a oublié de couper son téléphone. Ce que je veux dire, c'est que la hauteur de caisse de la voiture, évidemment 50 kilos c'est énorme. Donc les ingénieurs vont chercher de la charge aéro en baissant la voiture, comme nous on fait en proto, et l'influence de ça est énorme. Donc les voitures, l'aéro de la voiture ne va pas réagir de la même manière si vous la mettez à 5000 de hauteur, vous la mettez à 1 cm, à 1 cm et demi, pour compenser le poids. Il y a énormément de choses. On ne peut pas présumer de ça. Ce qui est certain, c'est que moi, en tant que pilote, ou pour le faire régulièrement en endurance, en roulant low fuel, full tank, et d'aller en qualif et de pouvoir baisser la voiture de 3 à 4 mm parce qu'on n'a quasiment pas d'essence dans le réservoir, ce que faisait la F1 avant, et ben ça c'est quand même aussi une donne qui est complètement différente. Toujours est-il que on voit les mecs le dimanche soir, ils n'ont pas la même tête que les autres Grands Prix. Ça c'est sûr que ça n'a pas été la même chose. Ça use le bonhomme. Oui.
qu'est-ce que nous a apporté cette course? Tu vois, je dis encore le mot course, mais enfin, tous les pilotes ont réagi comme si c'était une course. Hein. Hamilton est le premier à dire j'aurais voulu gagner. Bon, gagner, tu vois, dans sa tête, c'était la course. Oui, c'était une course. Bon. Ça nous a effectivement indiqué que le lendemain pour le Grand Prix, le premier tour serait effectivement décisif, parce qu'on a bien vu Hamilton qui déjà avait les moyens. Mais ce jour-là, le samedi, Verstappen a réussi à résister. Et on savait que le dimanche, ça repartirait en puissance 2. Bon. On a vu qu'il y avait un coup stratégico-tactique à jouer. Alonso, bien sûr, qui a été le symbole de ça. Je pars en rouge. Et effectivement, par peut-être un peu hasard aussi, il gagne 6 places d'un coup et il se maintient, c'est lui qui a fait le spectacle. Donc il y a quand même des coups à jouer pour certains, de progresser dans la hiérarchie. Et c'est vrai que vaut mieux peut-être partir 7 d'un Grand Prix que 12. Enfin voilà, on en revient toujours à ça. C'est l'essence même aussi d'une certaine forme de compétition. Donc moi j'ai aimé cette qualif sprint parce que d'abord c'était différent, parce qu'on a retrouvé l'intensité d'une course. Et mine de rien, on s'aperçoit que on est tous pareils. Hein, voir des voitures qui tournent en rond les unes après les autres avec un chrono qui s'affiche. Ouais, nous on vibre, toi, moi, on est dedans, on vibre à chaque fois. Je suis pas sûr que toujours le grand public vibre. Là, même si la course peut être aussi une procession, on a quand même un départ, on a une anxiété, on a un suspense, on se dit qu'est-ce qui va se passer, et on voit 20 voitures en même temps qui sont à fond, quoi. Et j'ai l'impression que tous les pilotes ont quand même joué le jeu de se retrouver dans l'intensité d'une course. Sainz a été le premier à le dire, pourtant il a souffert, Sainz, hein, t'as vu, il a été éjecté avec Russell, mais il a dit j'ai kiffé, j'ai pris mon pied en 17 tours, je me suis battu comme un chien. Enfin, non, moi j'ai le sentiment que c'était plutôt quand même un exercice qui a plu. Ouais, c'est... Non, je suis assez d'accord avec toi. Qui plus est, je pense que de toute façon, il y avait une décision à prendre parce que le format, fallait changer. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il fallait changer quelque chose. Pourquoi? Parce que le système Q1, Q2, Q3, surtout la Q3, c'était une procession. Oui. Il se passait rien. Les mecs sortaient, ils faisaient en sorte qu'il n'y ait qu'un tour. Et des fois les mecs rataient même. Combien de fois c'est arrivé? Enfin, c'était là quand même le pompon, mais les mecs finalement passaient la ligne d'arrivée trop tard, pouvaient même pas. Finalement, ils n'avaient pas fait la Q3. Oui, on a vu ça. Non, mais on l'a vu. Et finalement, pas qu'une fois. Oui. Donc il y a un moment donné. L'exploitation à son extrême du règlement, ce qui est chacun fait son job, donc il n'y a pas de reproche là-dessus. Mais il y avait quand même quelque chose à changer à un moment donné. Et je pense que le changement apporte un peu de... Ça a apporté un peu de nouveauté. C'est ça. Mais bon, tu sais que ça ne sera que 3 fois cette année. Là aussi, on ne peut pas dire non plus que c'est un changement radical. C'est une expérimentation. La F1, là, on ne peut pas lui reprocher de ne pas y aller pas à pas. Si ça doit arriver 3 fois dans l'année sur 23 Grands Prix, parce que maintenant tu sais qu'on est soi-disant sur une année à 23 Grands Prix, on verra, hein, parce que tu as vu que ça repart même en Asie la crise, et que on verra. Mais tout ça pour dire qu'on peut quand même le faire 3 fois dans l'année. Ça va pas nous bouleverser. Hein. Oui. Non, puis il faut bien, je pense que la FIA, Ross Brawn, je pense qu'elle a oublié les idiots. Et effectivement, il faut bien au minimum le faire 3 fois. Pour avoir un panel, effectivement, et des jugements, d'avoir des analyses que ce soit même du public, de la communication et de tout ce qui peut tourner autour, pour faire que la FIA puisse prendre une décision de dire est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que le bilan est positif, neutre ou négatif. Je pense que... Et j'ai une grosse tendance à dire que ce week-end, alors que franchement, je ne faisais pas forcément partie des convaincus. Mais bon, il faut laisser sa chance au produit, comme on dit. Et je trouve que ce week-end a été positif. Je suis exactement comme toi, j'étais plutôt méfiant par un réflexe. Pour le spectacle, en tout cas pour le spectacle. Et c'est ce qu'on cherche, ça doit rester un show. Oui. Par un réflexe de purisme, effectivement, on se dit, voilà, encore un truc quand on nous sort, mais on se rend compte que le week-end est densifié, que les enjeux deviennent finalement peut-être même encore plus importants, que la tension elle est là, et que le samedi, qu'on le veuille ou non, on a une répétition de course et que ça nous fait vibrer aussi. Hein, bon, ok Tristan. Bon alors, le temps passe évidemment, mais c'est parce que je parle trop. Non, pas du tout, c'est parce que c'est l'actualité qui commandait que tu dises beaucoup de choses aujourd'hui. Non, si on passe en revue là 2-3 autres pilotes quand même de ce Grand Prix, Leclerc, on n'en parle pas parce qu'évidemment l'accident Hamilton-Verstappen écrase tout, mais Charles,
qui, 70 ans après la première victoire d'une Ferrari, c'est vrai que c'était très émouvant, mène 49 tours sur 52, qui passe pas loin de l'exploit, qui est super solide, et pourtant il a dû gérer manifestement des situations qui n'ont pas dû être faciles. Hein. C'est vrai que le côté fait des réglages sur ton volant pendant que tu es en course, moi je sais pas comment c'est possible. Enfin, il nous fait un super Grand Prix, Charles Leclerc. Ouais, il a fait une super prestation. En fait, au-delà de Charles qui effectivement a eu cette opportunité, il l'a saisi, il a fait le job, il a mené le Grand Prix de bout en bout. Je suis presque un peu déçu, admiratif quand même de Lewis et le travail qu'il a fait, la perfection de son pilotage est assez quand même incroyable. Mais Charles a fait un immense travail. On peut quand même se dire qu'ils n'ont pas tout à fait la même voiture encore aujourd'hui. Même si c'est là où je voulais en venir, c'est quand même que Ferrari s'est montré très performant sur des typologies cette année, sur des typologies de circuits quand même assez atypiques, type Monaco par exemple. Donc on se dit, bon, c'est très particulier, je pense que ça doit faire partie aussi des choix, de l'empattement, il y a pas mal de choses qui font qu'on peut être vite sur des circuits urbains. Là, Silverstone, ça n'a strictement rien à voir avec Monaco. C'est même, j'ai envie de dire, l'opposé. Et finalement, cette Ferrari, elle était de toute façon, si on retire Hamilton, Charles a fait et Sainz, qui a fait une très belle course aussi, un peu plus anonyme, parce qu'évidemment, on était tellement pris par Lewis. Mais il avait un rythme qui était excellent. Et de toute façon, en tout cas, ils ont montré que Ferrari était à minima à jeu égal avec McLaren. McLaren est assez constant, et là, je pense qu'on prouvait que c'était le troisième team du championnat. Mais là, Ferrari a montré que ce soit à Monaco ou que là, à Silverstone, cette voiture, elle avait quand même fait un bond en avant. Alors bon, c'est toujours assez regrettable, les erreurs qui sont faites, les problèmes qu'ils ont dans les box. C'est un truc, c'est lunaire. C'est un truc de ce niveau-là. On va dire, beaucoup n'ont pas été parfaits en course dans les box, mais comme par hasard, Ferrari elle a encore été dedans. Des années que c'est comme ça. Je ne sais pas ce que fait la direction de Ferrari, mais ça mériterait des paires de claques. C'est juste inadmissible à ce niveau-là. Et c'est courant. Enfin, je veux dire, s'il avait fallu parier, on aurait tous parié. Bref, c'est pas grave, c'est pas la question, mais en tout cas, énorme boulot, en tout cas de leur part. Parce que la voiture a été très performante. Et Charles a été exemplaire, évidemment, mais ça montre que les Ferrari ont été, cette année, en tout cas jusqu'à maintenant, ont été extrêmement performants, que ce soit à Monaco ou à Silverstone. Ou très honnêtement, s'il n'y a pas un Lewis, Charles remporte le Grand Prix. Qui gagne le Grand Prix. Et tout le monde aurait été très content d'ailleurs. Et à la régulière, devant les McLaren. En tout cas, si on retire Max et Lewis, en tout cas, Bottas venait pas chercher Leclerc et les McLaren non plus. Non, elles étaient bien à leur place 4-5, ce qui est très bien. Et d'ailleurs, on est content pour Ricciardo, qui là remet un peu quand même une présence pas loin derrière Norris. Il a remis un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Bon. Il est là. Et puis le pilote quand même qui a un peu fait parler de lui, c'est Fernando Alonso, parce que donc en qualif, en course qualif, non, en qualif sprint, j'y arriverai. Bon, je crois que je suis pas le seul. Donc il a fait un peu le spectacle, hein, et c'est vrai que la réalisation l'a vraiment beaucoup suivi en essayant de se défendre et de capitaliser sur l'avantage qu'il avait pris dès le début. Mais en course, il nous a fait un peu la même chose, et il termine 7 à la fin, ce qui effectivement est son bon résultat du week-end. Mais c'est vrai qu'on sent un Fernando là qui est revenu aux affaires. Hein. Dans l'agressivité, là où il est diabolique, c'est quand même la baston. Là où il a le feeling et il a appliqué la même recette dans le deuxième dans la course du dimanche, puisque finalement il va chercher là où naturellement on a une tendance à être milieu de piste intérieur pour éviter de se faire coincer, pour éviter de se faire doubler, de machin. Il y a un moment donné, quand on est en milieu de paquet comme ça, et quand je dis ça, c'est autour de la 10e place, entre 8 et 12, ça c'est le ventre mou dans un peloton où tous les mecs devant, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, ils sont plutôt milieu de piste et intérieur. Après, ça commence à s'élargir comme ça. C'est la typologie d'un départ de course qui est... je ne vais pas faire une thèse là-dessus, mais c'est toujours comme ça. Donc il y a les 3-4 premières lignes qui, elles, vont se concentrer milieu, intérieur de tous les virages pendant le premier tour. Et puis,
quand on arrive au milieu du peloton, ça finit par s'élargir. Parce qu'évidemment, c'est le foutoir derrière. Donc ça commence à prendre de la largeur et ça utilise toute la piste. Et quand on est au milieu de ce peloton-là, la plupart du temps, il y a une ouverture qui se fait et une fenêtre. Et quand on voit la caméra embarquée de Fernando, évidemment, il faut y aller, il faut le décider, il faut le sentir, il faut l'expérience. Mais la porte, elle est ouverte en grand. C'est-à-dire que autant au premier freinage qu'au deuxième, qu'après sur l'autre partie du circuit, j'ai oublié le nom du virage, mais il y a aussi là un gros freinage. Il a tout un freinage. Oui, il fait l'extérieur. Il fait l'extérieur, mais c'est presque, on lui ouvre la porte. Alors forcément, comme tous les mecs devant sont agglutinés, ils peuvent pas être au point de freinage normal, ça freine plutôt de plus en plus tôt à l'intérieur et tout ça, ça se gêne. Bon, ça fait 2 fois, il a fait 2 fois la même. Oui, c'est ça. Il l'a fait samedi, il l'a fait dimanche, tout à fait. Mais il faut admettre que c'est le seul à le faire. Donc, et il sait le gérer et il a été assez diabolique. J'ai envie de dire, dans la deuxième, ça leur a chauffé à Alpine parce que quand on voit Ocon bloquer les roues. Oui, rétrospectivement, ça a été chaud. Ça a été, là encore, je ne me rappelle plus le nom du virage, en tout cas, ça a été extrêmement chaud. Et Ocon, j'aurais pas mis la main entre les deux. C'est ça. Entre le bloc arrière et l'aileron avant de. Mais au bout du compte, on est content aussi de la 9e place d'Ocon, qui revient un peu aussi. Et c'est vrai que. Bon, très bien. Tout à fait. C'est vrai que Russell aurait pu être un des héros du week-end, en tout cas ce qui nous fait le vendredi. Alors voilà, la preuve que le vendredi après-midi, on a aussi vibré. Parce que c'est vrai que la Q3 avec Russell qui vient se mettre 7, à 7 dixièmes seulement d'Hamilton, on s'y attendait pas. C'est vrai que ça, à domicile, il y avait une ambiance géniale. C'est vrai que c'était super. Bon, par contre, effectivement, il est un peu retombé dans le week-end, hélas pour lui. Je ne sais pas si beaucoup ont remarqué que Mazepin avait terminé devant Mick Schumacher, mais bon, je crois que ça n'empêchera personne de dormir non plus. Bon, que Perez s'est quand même pris les pieds dans le tapis un peu tout au long du week-end. En tout cas, on a cru qu'il pouvait tirer son épingle du jeu dans la course. Puis t'as vu, non. En fait, il a buté en permanence et... Il n'a pas réussi, je pense qu'il a été, on le voyait, et très, très pénalisé par... et d'ailleurs, il a fini par faire un dépassement assez musclé. Mais... le sous-virage qu'il prenait à l'aspiration l'a énormément pénalisé et finalement il a perdu une dizaine de tours. Ça a été très compliqué pour lui. C'est vraiment dommage parce que il avait le rythme pour mais bon, après il faut quand même passer. Si on parle de boulette. Oui, alors si on parle de boulette, c'est pour finir, c'est Vettel, tu vas me dire. Et là on s'est tous dit effectivement. On s'est tous dit la même chose, on l'aime bien, mais depuis 2 ans, ça ne le fait plus. Et en tout cas, c'est récurrent, c'est fautes idiotes, ces erreurs où il part tout seul, sous je ne sais quelle pression, qu'il se met peut-être lui aussi tout seul. Là, on ne peut pas le défendre. Enfin, je veux dire, on ne peut que constater que la connerie, quoi. Alors, en même temps, il reste pas mal de grands prix. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début de l'année, c'était mieux. Il emmène cette équipe. Il prend clairement l'ascendant sur Stroll en termes de perfo. Là, ça me semble quand même assez clair. Ça, c'est très positif. Il fait des podiums. Il emmène la caisse. Là, tes drapeaux rouges, t'es 6. T'as plus Verstappen qui est là. Tu te dis, oui, il y a un super coup à jouer. Je m'appelle Aston Martin, je joue aussi à domicile. Raté. Et il y avait un peu le coup de gaz de trop et c'est vrai qu'on le voit à la télé, il tire sur le volant, il veut pas lâcher. Ça, c'est vrai que c'est une volonté de bien faire, une volonté de montrer, de l'impatience. C'est vrai que là c'est visible, c'est quand même dommage. Ça fait mal au cœur un peu pour lui parce que on le voit partir un peu tout seul, la faute bête un peu tout seul qu'on pourrait voir dans une formule de promotion et on peut pas dire, j'en voyais les engagements, on peut pas dire que il est fin de carrière, il est vieux, il a 34 ans. 34 ans, on peut pas dire, c'est pas vrai, on peut pas dire non, il est usé par la F1, machin, faut qu'il dégage, il est trop vieux. Ça ferait on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on le voit rouler, mais c'est pas vrai. 34 ans, il est jeune. Donc il y a aucun, quand on voit un Alonso qui est à l'opposé, une tuerie
en peloton et qui va avoir 40 ans. Bon, il en a 34, Vettel. Non, je pense qu'il a besoin d'un encadrement. Bon, écoute, merci vraiment Tristan pour tous tes avis éclairés comme d'habitude. Alors c'est vrai qu'avec ce déferlement d'avis, de réactions, on en avait oublié que Hamilton a signé sa 99e victoire. Et oui, et là le chiffre, on se dit, parce que les pôles, on savait il a été à 100, et bon. Mais les courses, dans le feu de l'action, on avait peut-être oublié qu'il en était aussi à 99. Non, mais attends, c'est dingue, il va signer cette année, c'est évident. Sa 100e victoire en Formule 1. Donc effectivement, on assiste quand même là à une écriture en direct de l'histoire de ce sport. C'est clair. Et en plus, c'est vrai que cette année, elle se teinte d'un duel qui restera, je pense, effectivement, dans les annales. Oui, Verstappen-Hamilton, là, j'anticipe que ça sera aussi fort qu'un... que peut-être Prost-Senna, ou que Lauda-Hunt, que Mansell Senna, oui, aussi. Enfin voilà, c'est fabuleux. On ne sait pas encore, je pense. Je pense qu'on va le savoir maintenant. Ouais. Mais on ne peut pas en être sûr parce que finalement, et c'est ce qui est un peu, je modère mes mots, extrêmement dommage avec la F1 aujourd'hui. On le saura à partir de maintenant, finalement, comment la FIA, comment les teams vont réagir. La possibilité des pilotes aujourd'hui de se battre, elle est dans un mouchoir de poche. C'est vraiment, alors maintenant, le petit coup de volant, on est pénalisé, on ne peut rien faire. C'est très compliqué. Les duels et les défenses qu'il pouvait y avoir, les attaques qu'il pouvait y avoir il y a quelques années, ils sont très compliqués. Là, maintenant, on reproche, on dit les virages, ça va trop vite. Non, c'est un virage, on double pas, ça va trop vite, c'est le virage le plus vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, dites-le nous à ce moment-là, mettez un drapeau jaune sur ce virage-là. Oui. Voilà, on n'a pas le droit de doubler là, c'est trop vite. Nos gamins vont se blesser. Voilà, alors arrêtons là. Non mais on en est là. Non mais on en est là quoi. Donc tu te dis bon là finalement est-ce que effectivement on aura le plaisir d'assister à un duel comme tu l'as cité, on a pu voir dans le passé. On ne le sait pas encore. En fait, ce Grand Prix en était un. Oui. Mais comment vont être les suivants finalement? Tellement tout est un peu polissé. C'est sûr que le Hamilton, très malin, lui, ne répond pas à la provocation de Max sur son lit d'hôpital, en train de souffrir le martyre, évidemment. Oui, de trouver inacceptable la célébration. D'aller chercher la dramaturgie de la situation. Je suis à l'hôpital et l'autre, il lève sa coupe. C'est quand même à un moment donné, je veux dire, heureusement que le pauvre Lauda, il n'est pas là pour voir ça, parce que lui aussi, il en a fait un peu à l'hôpital et il est revenu. Il n'a pas passé son temps à pleurer, de dire ah, il a gagné. Je pense qu'il y avait un profond respect entre Hunt et lui. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même. On a un petit problème d'éducation des fois, je pense à la petite coupure, on va faire un bobo, puis avec le petit pansement. Alors 51G, c'est énorme. Le shoot, il aurait pu être très grave, donc c'est pas la question. Mais à un moment donné, on passe à autre chose. Tu vas bien. Voilà, stop, allez, hop, passe à autre chose et arrête de pleurer. À un moment donné, t'as ton camarade là qui t'a recollé au championnat. C'est pas en pleurant que tu vas. Tu vois, là, il a été balèze. Voilà, t'as joué, t'as perdu. Voilà, bon. Et ce sera peut-être l'inverse. Et ce sera peut-être l'inverse la prochaine fois. Très honnêtement, je pense qu'un Verstappen, avec le talent qu'il a, et là, je n'outre pas cette question, il n'y a pas de question de machin, et c'est un débat que j'arrêterai là. Mais je serais assez content, et je dis ça, et je vais me faire taper sur les doigts, de dire ces choses-là sur Verstappen, tout en sachant que moi, je trouve que le talent exceptionnel de ce gamin, il mérite d'être champion du monde. Oui. Et Red Bull, avec les investissements, les risques financiers qu'ils prennent aussi, le moteur Honda, plus personne n'en voulait, machin et tout, ils l'ont repris, ils ont fait confiance aux Japonais, il y a tout un truc très anglais, très professionnel, et avec un gamin qui est pétri de talent, tu te dis, bon, ce gamin, quand est-ce qu'il va être champion du monde? Et là, je trouve cette année, s'il était champion du monde cette année, il le mérite. Oui. Et je pense que, voilà, pour le sport, je suis plutôt sur la valeur générale, la situation générale de la F1 du championnat, que Lewis, il en a gagné quand même déjà quelques-uns.
que le gamin, ça fait quand même des années qu'il tue ses équipiers, qui fait des courses de fou et qui mérite. Il y a un moment donné, il arrive à un niveau, tu te dis, mais bon, il faut qu'il soit champion du monde, lui. Il faut... J'aimerais qu'il arrive à être champion du monde du vivant sportif de Lewis. Tout à fait. Et à un moment donné, si effectivement Lewis, l'année prochaine, dans 2 ans, bon, il a signé pour 2 ans, mais là, ils sont en train de redévelopper la Mercedes. Alors, si Mercedes reprend un peu l'ascendant et qu'on a boum, encore du Lewis dans les 2 ans à venir, et qu'il prend sa retraite, et que l'autre, il est champion du monde quand Lewis n'est plus là, je lui souhaite pas, franchement. Parce que là, il gardera ça psychologiquement jusqu'au bout, de dire j'aurais été champion du monde, mais et on pourra jamais empêcher de dire il doit battre Hamilton pendant que celui-ci est encore en... Perso, j'aimerais voir plus de Grands Prix et de bastons comme ça entre les deux, et puis que finalement, s'il y en a un qui doit gagner, j'ai pas d'affect plus particulier pour l'un ou l'autre, mais Verstappen, ça fait un moment qu'il le mérite. Oui, tout à fait. Allez, on va s'arrêter là, Tristan, mais vraiment un grand merci pour ta disponibilité. Et là, je crois qu'on a effectivement battu notre record. On n'a pas fait 1 heure, mais on n'est pas loin. D'accord. Mais écoute, faudra couper. Je sais pas. J'ai bien envie de laisser aussi la spontanéité là. Bon, de toute façon, l'Afterlab, c'est en audio, évidemment sur toutes les plateformes de podcast et notamment évidemment sur le site natif www.afterlab.com. Mais tu sais aussi que je fais une déclinaison vidéo et donc là, sur la chaîne YouTube l'Afterlab, tu seras bien visible avec effectivement ton analyse de ce crash dont on n'a pas fini de parler certainement. Bon, Tristan, je te souhaite un bon été parce que je sais qu'évidemment le programme là pour toi il devient très important avec ce compte à rebours qui est entamé pour les 24 heures du Mans, et tu penses bien qu'évidemment on va être de tout cœur avec toi et on va te suivre très attentivement en te souhaitant évidemment le meilleur des résultats possibles. Tu nous raconteras ça à la rentrée. On va quand même te laisser te préparer pour le Mans. Donc pour la Hongrie, je te mobiliserai pas. Tu fais le Mans. Après, tu auras peut-être droit à des jours de repos. Mais à la rentrée, on va dire, si on peut te revoir assez vite pour débriefer les Grands Prix et prendre de tes nouvelles, on va pas se gêner. Avec plaisir. Bon, plein de bonnes choses, Tristan. Et puis, bon, et bon été à toi. Et bonnes vacances à tous. Salut.